Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, on a un entretien exclusif avec M. Fabrice Balanche, spécialiste de la Syrie, maître de conférence en géographie à l'Université Lyon 2 et chercheur invité au Washington Institute for Near East Policy. Nous allons parler avec lui sur ce qui se passe en Syrie. Comme M. Balanche est actuellement aux États-Unis, on va faire l'entretien sur Skype. Bonjour M. Balanche. C'est bon maintenant? Ok. D'accord. Donc, je reprends ma question. Tout d'abord, comme on avait dit dans l'annonce de notre entretien, je voudrais vous poser la question qui veut quoi en Syrie? On sait qu'il existe de nombreux acteurs. Qui veut quoi en Syrie? Oui, qui veut quoi généralement, mais je parle des acteurs de l'échiquier de la Syrie, si vous voulez. On sait bien que ces acteurs-là se trouvent dans une constellation de pouvoir assez compliquée, avec des alliances et des intérêts souvent incompatibles. Donc, tout d'abord, si vous voulez, pourriez-vous nous dessiner de gros un panorama de la Syrie? Oui. Bah, écoutez, au niveau des acteurs, il faut distinguer évidemment, je dirais, trois niveaux d'acteurs. Les acteurs locaux, c'est-à-dire le régime syrien, les rebelles sunnites, les SDF, c'est-à-dire les milices kurdes, l'État islamique, enfin voilà. Ensuite, on a les acteurs régionaux, les trois principales puissances régionales qui s'affrontent en Syrie, c'est-à-dire l'Iran, l'Arabie saoudite, la Turquie, avec des puissances moyennes comme le Qatar, également Israël, qui a des intérêts. Et puis ensuite, évidemment, on a les acteurs internationaux, États-Unis, Russie. Donc, il faut comprendre ces trois niveaux d'acteurs et comment ils interagissent entre eux en Syrie. Bon, en Syrie, au niveau local, bah, écoutez, oui, je vous entends, mais bon, si ça coupe, on va remettre ça plus tard parce que je vais pas répéter tout le temps. Non, vous avez raison, mais si vous voulez, on peut courtement continuer parce que pour le moment, ça marche. Oui, très bien. Donc, vous avez ensuite l'irruption des Kurdes, dont l'objectif est de créer un État kurde dans le nord de la Syrie, ou sur le modèle du KRG irakien. Et ensuite, eh bien, l'arrivée de l'État islamique, d'Al-Qaïda, qui veulent créer des Émirats islamiques en Syrie, base d'attaque de l'Occident. Le tout dans une confrontation régionale. Alors la confrontation majeure, évidemment, c'est entre l'Iran et l'Arabie saoudite. L'Iran veut créer un axe pro-iranien allant de Téhéran jusqu'à Beyrouth, et la Syrie est donc clé dans ce dispositif, tandis que l'Arabie saoudite, alliée avec la Turquie, du moins dans les premières années de la crise syrienne, eh bien, voulait briser cet axe pro-iranien et créer plutôt un axe qu'on peut appeler sunnite, Turquie, Syrie, Arabie. Donc ça, c'était la situation jusqu'à, on va dire, 2015, jusqu'à l'arrivée de la Russie en Syrie, qui a complètement rebattu les cartes. Que grâce à l'intervention de la Russie, eh bien, le régime, on peut dire qu'il est sauvé, que la rébellion donc est défaite. Et quel est l'objectif de la Russie dans cette guerre en Syrie? Évidemment, maintenir Assad au pouvoir et garantir l'unité du pays. Mais l'alliance que les Russes ont avec l'Iran en Syrie dépasse évidemment la Syrie. C'est une alliance à l'échelle du Moyen-Orient. Pour moi, la Russie, son objectif premier, c'est d'encercler la Turquie. Encercler la Turquie qui veut devenir un carrefour énergétique en drainant les oléoducs, les gazoducs venant d'Asie centrale, venant du Golfe vers l'Europe. Et puis ça, donc pour les Russes, il n'en est pas question, puisqu'ils veulent se réserver le marché européen. Ensuite, l'autre objectif des Russes, c'est l'Arabie saoudite.
l'Arabie Saoudite, qui est le régulateur mondial des cours du pétrole, et donc qui, en augmentant sa production, provoque une baisse des prix du pétrole, ce qui est fatal à l'économie russe. Et donc il faut faire pression sur l'Arabie Saoudite à travers la Syrie, à travers d'autres proxys au Moyen-Orient. Et dans ce cadre, évidemment, les Russes sont alliés avec les Iraniens contre l'Arabie Saoudite. Et ensuite, évidemment, il y a la menace terroriste, c'est-à-dire que les Russes veulent domestiquer l'Arabie Saoudite également parce que c'est elle qui a soutenu des groupes islamistes en Tchétchénie, mais également dans le Caucase contre la Russie. Et puis ils ont la mémoire longue, c'est-à-dire ils se souviennent du rôle de l'Arabie Saoudite en Afghanistan, qui a soutenu les Moudjahidines en 80 et provoqué donc par ricochet, on va dire, contribué à la chute de l'Union soviétique. Et ça pour les Russes, c'est extrêmement important. Concernant le soutien des États-Unis aux Kurdes syriens, selon vous, est-ce que c'est une alliance durable ou bien après la défaite connue par le Daesh, est-ce que de nouvelles dynamiques pourraient surgir? C'est toute la question. Qu'est-ce qui va se passer après Raqqa? Après la chute de Raqqa, lorsque l'État islamique sera réduit à une petite poche du côté d'Al-Boukamal, est-ce que les États-Unis vont continuer à soutenir les forces démocratiques syriennes, c'est-à-dire le PYD? Difficile. C'est difficile parce que tout le monde sait que le PYD et le PKK, c'est la même chose. Donc pour les États-Unis, c'est quand même difficile de soutenir le PKK en Syrie. Les combattants les plus efficaces qu'ils aient. Ils ont essayé de former des Arabes pour se battre contre l'État islamique. Ça a duré 5 ans, ça n'a pas marché. Ils ont fini par abandonner les programmes d'aide à la rébellion sunnite parce que c'était complètement inefficace. Donc ils ont besoin des Kurdes. Mais qu'est-ce qui va se passer une fois que l'État islamique sera éliminé de Syrie? Ça, c'est toute la question. De toute façon, je pense qu'entre les Kurdes syriens et la Turquie, les États-Unis n'ont pas le choix. La Turquie est membre de l'OTAN. Ils ne vont pas soutenir les Kurdes syriens et provoquer une crise majeure avec la Turquie. Bon, cette alliance tactique avec les Kurdes peut durer, à mon avis, encore 1 an. Les Kurdes, d'ailleurs, ont duré la bataille de Raqqa. Ils ont annoncé hier qu'il faudrait minimum encore 4 mois. C'est bon, j'ai terminé. Ah, d'accord. Donc, vous avez travaillé sur la question du retour en Syrie des réfugiés et des déplacés internes syriens. Quels sont les résultats que vous avez obtenus à la fin de votre recherche? La question des réfugiés et des déplacés en Syrie, c'est effectivement très, très complexe. La stratégie de contre-insurrection suivie par le régime syrien consiste à séparer par la force les rebelles des civils, conduit à des bombardements massifs des zones rebelles et donc par le départ des populations. Donc on a à peu près 6 millions de réfugiés syriens à l'extérieur, 6 millions de déplacés à l'intérieur, déplacés par la guerre, déplacés par ce qu'on appelle l'épuration ethnique dans certaines régions. Les alaouites, les chiites, les chrétiens qui se trouvaient dans les zones tenues par les rebelles ou par l'État islamique, eh bien ils sont partis, ils ne pouvaient pas rester dans ces zones. Donc vous avez les gens qui étaient dans l'opposition, qui habitaient dans les zones tenues par le gouvernement. Évidemment, elles sont parties à l'étranger. La moitié de la population syrienne a bougé. Aujourd'hui, vous avez à peu près 17 millions d'habitants en Syrie, résidents en Syrie, et 6 millions de personnes à l'extérieur. Depuis 6 mois, on note un retour des déplacés internes.
Il y a à peu près 400 000 déplacés internes qui sont retournés chez eux. Et bien souvent, ils s'étaient réfugiés pas très loin de leur domicile, attendant que les combats se terminent pour rejoindre leur domicile. C'était le cas, par exemple, à Alep ou dans la banlieue de Damas. En revanche, il y a très peu de réfugiés en ces derniers 6 mois qui sont retournés en Syrie. Peut-être, d'après l'ONU, une trentaine de milliers. Mais on sait bien que le nombre de réfugiés syriens continue à augmenter. Selon les chiffres de l'ONU, c'est de 4,9 millions à 5,1 millions en 6 mois. Mais les chiffres de l'ONU sous-estiment le nombre de réfugiés, puisqu'il y en a de 6 millions. Là, j'étais au Liban récemment et j'ai réfugiés. Les gens continuaient à venir depuis la Syrie en fraude, payant des passeurs. Parce que la situation économique ne s'arrange pas, donc les gens quittent la Syrie aussi pour des raisons économiques. Les jeunes ne veulent pas évidemment faire leur service militaire, donc dès qu'on a 16-17 ans, on passe à l'étranger pour ne pas être embrigadé soit par l'armée syrienne, soit par les rebelles qui recrutent également de force les jeunes syriens. Les gens ne veulent pas rentrer en Syrie à cause de l'insécurité. L'insécurité politique, militaire, il y a plein de zones qui ne sont pas sûres. Des rebelles qui rançonnent la population. Les Mukhabarat, c'est-à-dire la police secrète syrienne, également rançonnent les gens. Donc, ils ne sont pas sûrs. Ils préfèrent rester à l'étranger. Ils ont cet espoir d'avoir un visa pour l'Europe, pour le Canada. Parce que s'ils ne peuvent pas, ils préfèrent évidemment partir définitivement du pays. En Turquie, il y a plus de 3 millions de Syriens. Très peu sont rentrés un petit peu dans la zone entre Azaz et Jarablus, là, qui est sous influence turque, mais c'est tout. Il faut s'attendre à ce que, on a dit, 80% des réfugiés syriens restent dans les pays d'accueil. Il faut dire que tous ceux qui ont soutenu l'opposition, ils ne seront pas les bienvenus. Ils auront des problèmes, donc ils ne tiennent pas à venir. Et puis, si le pays met du temps à se reconstruire, même ceux qui n'ont pas l'opposition sont partis pour des raisons économiques. Merci beaucoup. Merci d'avoir participé à notre émission. Je vous en prie. Je vous remercie de votre analyse éclairante. Merci beaucoup. Très bien. Merci. Au plaisir. Au revoir. Au revoir. Aujourd'hui, on a parlé avec M. Fabrice Balanche sur la Syrie. Merci de nous avoir suivis.